Bonjour Michel Gioria. Bonjour. Vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne. C'est une association qui rassemble plus de 300 membres professionnels de cette filière éolienne en France, dont il a été question hier au débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous avez regardé? Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce débat sur ce point précis? Alors tout à fait, c'était au cœur du débat entre les deux candidats. Donc effectivement, on est dans une situation où aujourd'hui la France est en retard. Elle est en retard, c'est le seul pays de l'Union européenne à ne pas atteindre ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables en France, et notamment sur l'éolien. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et on se retrouve dans une situation où effectivement aujourd'hui on a donc une candidate, Marine Le Pen, qui d'abord dit je veux arrêter le développement de l'éolien en France, donc ce qui veut dire grosso modo je me détache ouvertement de mes objectifs climatiques, et surtout, et ça c'est un point qui est important, je mets en danger le pouvoir d'achat des Français et la sécurité d'approvisionnement. Pourquoi? Et ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui le bouclier tarifaire, donc ce qui fait qu'aujourd'hui la France est le pays de l'Union européenne qui a protégé le plus les Français à travers la maîtrise des prix de l'électricité, est financé par les énergies renouvelables et notamment par l'éolien. Mais les renouvelables, c'est pas que l'éolien. Alors, effectivement, dans ces 14... Marine Le Pen, en l'occurrence, dit pourquoi pas des barrages hydrauliques, ce à quoi Emmanuel Macron lui répond c'est quand même beaucoup plus compliqué à installer. Bon. Alors, d'abord, c'est effectivement beaucoup plus compliqué à installer, il faut trouver de l'espace, il faut trouver de la place, et puis le potentiel a été beaucoup travaillé dans les années 50, 60, et puis effectivement, dans ces 14,4 milliards d'euros que les énergies renouvelables rendent aux Français, il y a 6,8 milliards d'euros qui sont issus de l'éolien, le reste est issu du solaire et des autres énergies renouvelables. Et donc de l'hydraulique. Quand vous regardez le petit camembert, la petite infographie, je crois que c'est 6% l'éolien par rapport au reste. Il y a beaucoup d'hydraulique, justement. Alors, l'hydraulique, c'est... l'éolien, c'est 9% aujourd'hui. L'hydraulique, c'est à peu près 11% de la consommation d'électricité. Donc, en fait, aujourd'hui, l'éolien, c'est le 3e producteur d'électricité en France. Et quand on dit, écoutez, moi, je décide de les démonter, ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher 10% de la production d'électricité dans un moment où la France est en manque d'électricité, notamment 7,9% de l'électricité en France en 2020. En 2020, ouais. Tout à fait. Et là, au regard notamment du manque de disponibilité du parc nucléaire, vous savez, qui est à la fois en entretien et puis à la fois avec des problèmes d'arrêt pour des questions de sécurité. Ouais, c'est provisoire. Voilà. Du provisoire on va voir ce que va nous dire RTE et EDF en mai 2022. Ce que vous dites, c'est que pour l'instant, l'éolien compense les difficultés du nucléaire. Exactement, provisoire et ou pas. évite, et ça c'est un point important, d'importer du gaz. Et évite d'importer du gaz, sinon on aurait dû multiplier par 2 la consommation de gaz utilisée pour produire des l'électricité. Ce que vous voulez dire, c'est que l'éolien, par cette dernière phrase, participe à la souveraineté énergétique de la France. Exactement. Et ça, merci de le souligner, l'éolien participe à la souveraineté énergétique de la France en réduisant l'importation d'énergie fossile. Ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement important. On voit bien qu'aujourd'hui, financer les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, c'est financer des régimes qui nous sont ouvertement opposés, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous, en termes notamment de démocratie. On voit ce qui se passe en Ukraine. Donc il est important d'accélérer sur le développement des énergies renouvelables, et notamment sur l'éolien, terrestre et maritime, pour s'extraire de cette dépendance. Michel Gioria, il y a, selon les études d'opinion, à peu près 3 Français sur 4 qui ont une bonne image des éoliennes, entre 68 et 75%. Ça veut dire qu'il y a quand même 30% des Français qui ont une mauvaise image des éoliennes. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui vivent à 500 mètres d'une éolienne, qui parlent d'effets stroboscopiques des éoliennes, qui ont des problèmes presque de santé, qui ont des maux de tête, qui ne comprennent pas? Ce sont souvent des reportages que l'on voit à la télévision, qu'on écoute à la radio. Il y a cette dame qui s'appelle Aurélie. Vous me demandez si l'effet stroboscopique est toujours là. Oui, il l'est. Quand le soleil se lève le matin, généralement, ça dure une bonne vingtaine de minutes. Voilà, habitante du hameau de Sablonnières, près de Beaurevoir dans l'Aisne. Elle habite à 580 mètres d'une éolienne. Et elle dit, ça n'est jamais pris au sérieux, nos souffrances. On est petit, on doit utiliser de gros moyens pour se faire entendre, alors qu'on n'a rien demandé à la base. Alors, d'abord, il est important de souligner que ce que vous disiez, c'est que 3/4 des Français sont favorables. D'accord, mais parlons du quart restant. Alors, dans le quart restant, il y a d'abord une politique publique qui fait que 3/4 des Français sont favorables. C'est quand même une politique qui se passe plutôt bien. Ensuite, effectivement, comme vous le soulignez, il y a des cas très particuliers. Aujourd'hui, il y a 2000 parcs en France et on a identifié une petite dizaine de cas qui sont des cas spécifiques
particulier qu'il faut effectivement traiter, un peu comme on l'a fait avec le compteur Linky, au moment d'une compteur Linky, je sais pas. Mais traiter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, quand il y a un problème avec un élevage et une installation électrique qui est à côté, en fait, on va déplacer l'élevage, et notamment la personne qui exploite le parc, avec d'autres organismes, notamment de ceux de l'État, vont financer le déplacement de l'élevage. Et pourquoi on ne déplace pas l'éolienne ? Parce qu'en fait, oui, non mais pardon, hein, oui, alors, c'est sans doute l'agriculteur doit se poser la même question que moi. Tout à fait. Alors ça peut être le cas. On peut dire, on peut dire le parc, tiens, on va le déplacer. Bon, mais souvent, ce qui se passe et quand ces situations sont présentes, ce qu'on fait, c'est par exemple lorsqu'il y a des soucis, parce qu'il y a un relief très particulier qui fait qu'il y a un peu plus de bruit que ce qui était prévu. Ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des systèmes de bridage. Donc il y a tout un tas de capteurs qui sont autour, et donc du coup, on va modifier le rythme auquel tourne l'éolienne, du coup, pour limiter l'impact sonore sur les riverains, par exemple. L'autre jour, dans les Ardennes, il y a une éolienne qui a pris feu. Ça arrive souvent, ça ? Alors, non, ça arrive pas souvent. C'est spectaculaire quand on voit les images. C'est comme quand un bus prend feu. C'est non, mais c'est une question vraiment candide là pour le coup que je pose. Du coup, ce qu'il faut avoir à l'esprit, donc on a un registre dans lequel on fait remonter, puisqu'en fait on a une installation classée pour l'environnement, donc on est très surveillé. Donc on a un registre avec ce type d'incident qu'on fait remonter vis-à-vis de l'État. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a entre 5 et 10 accidents significatifs par an, qui sont des accidents du coup que l'on traite comme ça, donc une pale qui se détache, une éolienne qui peut ponctuellement prendre feu. Mais là où c'est assez intéressant, c'est qu'on est dans une réglementation qui est très surveillée. La France est le pays de l'Union européenne qui a mis la réglementation la plus importante sur les éoliennes. Ça, c'est un point qui est important. Et donc, du coup, sur les sécurités. Sur la sécurité. Donc, du coup, on gère ça sans difficulté. Mais c'est comme, je vais presque dire, c'est comme un bus qui prend feu accidentellement. Je profite de votre présence ici même dans un studio, dans une rédaction, dans une radio où il y a Stéphane Bern, qu'on côtoie tous les jours. Tout à fait. Qu'est-ce que vous lui dites quand il arrive avec une pétition en disant foutez-moi tout ça dehors, je veux plus d'éoliennes en France? Alors, nous, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, on est à son écoute, on est à sa disposition, on est très volontaire pour échanger avec lui, discuter avec lui, notamment parce que je pense qu'il y a deux choses à distinguer dans le combat que mène Stéphane Bern. Il y a un combat très noble qui est le combat du patrimoine, sur lequel nous on est complètement en ligne. Moi, j'adore visiter le patrimoine, etc. Et ça, il n'y a pas de sujet avec ça. Et il va falloir trouver un moyen de faire cohabiter préservation du patrimoine et puis installation de production d'électricité associée à la transition énergétique, parce que ça va être le même sujet sur les méthaniseurs, les panneaux solaires, etc. Donc ça, c'est un combat avec lequel on est en ligne et il faut qu'on travaille ensemble pour avancer. Il y a un deuxième sujet qui, pour le coup, est quand même beaucoup plus gênant, c'est qu'il s'est fait porte-parole de fausses informations qui ont été démontrées, contrôlées. Il y a plusieurs médias qui ont fait ce travail-là en disant... du fact-checking, comme on dit. Exactement. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il continue à en relayer une partie. Et ça nous pose problème. Un débat avec lui un jour, alors? Eh bien, écoutez, très volontiers. Sur notre station. Très volontiers. Merci beaucoup, Michel Joria, d'avoir été avec nous. 6h49 sur Europe 1.